Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 6e étape du Tour de France 2025, Bayeux-Vire-Normandie. 201 km étaient au programme et nous avions là l'étape la plus dure depuis le départ du Tour, puisque les coureurs allaient devoir digérer 3500 mètres de dénivelé positif. Au scénario de course, l'échappée avait la faveur des pronostics, encore fallait-il avoir l'énergie pour se propulser à l'avant. Et une très grosse bagarre était donc attendue en début d'étape pour intégrer la tête de course. Côté favori, ce devait être un petit peu le statu quo après le chrono de la veille, quoique méfiance. Jonas Vingegaard ne s'était pas montré sous son meilleur jour hier et il n'était pas à exclure qu'UAE durcisse la course aujourd'hui pour peut-être mettre en difficulté le Danois. Au résumé de cette étape, le départ, comme prévu, aura été extrêmement agité. Beaucoup de coureurs ont voulu se glisser à l'avant et les premières heures de course auraient été extrêmement rapides. Au kilomètre 22, au sprint intermédiaire, Jonathan Milan ne va pas se priver pour aller chercher les points devant Van Der Poel et Girmay. Move très logique et très intelligent de l'Italien, il est d'ailleurs ce soir le nouveau maillot vert du Tour. Au kilomètre 35, dans la côte de Montpinçon, l'échappée ne s'est toujours pas formée, ça lutte mais sans succès, et au sommet, Quinn Simmons va passer en tête devant Mark Hirschi. Au kilomètre 56, Rebelote saura continuer de rouler très fort dans la partie transitoire, mais le peloton ne laisse pas filer. Et au sommet de la côte de la Rançonnière, c'est cette fois Tim Wellens qui va passer en tête devant Michael Woods. Ça fait déjà une bonne heure que les coureurs luttent pour créer l'échappée, mais sans succès. La moyenne est alors astronomique, 47 km/h sur un terrain bien accidenté. Inévitablement, le groupe Eto va déjà se former et les sprinteurs vont entrer à Vire-Normandie tranquillement et dans les délais. Dans la transition, côte de la Rançonnière, côte de Mortain, la décision va enfin se faire en tête de course. Voilà près de 2 heures que ça lutte pour former une échappée et au prix d'une première moitié d'étape très intense, 8 bonhommes vont enfin pouvoir se dégager du peloton. Cette fois, UAE laisse sortir, mais en vérité, je pense que tout le monde était déjà un petit peu cuit quand le bon coup est parti. Les 8 bonhommes à l'avant, c'est alors du super solide. Écoutez-moi ces noms. Ben Illy de IF, Eddie Dunbar de Jayco, Will Barta de Movistar, Harold Terrada d'Astana, Michael Storer de Tudor, Quinn Simmons de Lidl, Simon Yates de Visma et Mathieu Van Der Poel d'Alpecin. C'était difficile de faire mieux aujourd'hui. Seul regret à ce moment-là de la course, aucun coureur français n'aura pu intégrer cette échappée royale. Pendant un temps, UAE va tenir ce groupe de 8 à portée de fusil, mais à l'approche de la côte de Mortain dans les 80 derniers kilomètres, UAE va définitivement lâcher du lest et on comprend alors très vite que l'échappée va pouvoir aller au bout. C'était à ce moment-là la très bonne opération pour Mathieu Van Der Poel qui était le mieux placé au général dans l'échappée. Il était ce matin à 1,28 du maillot jaune, Pogacar. Au sommet de Mortain, Eddie Dunbar va passer en tête devant Ben Illy, puis au sommet de Juvigny-le-Tertre à 50 km de l'arrivée, ça va être un Michael Storer de passer en tête devant Eddie Dunbar. Reste alors une bonne heure de course et on a à ce moment-là plus aucun doute, le peloton a laissé filer, l'échappée va se disputer la victoire d'étape. L'échiquier commence alors gentiment à se mettre en place dans l'échappée, chacun commence un petit peu à faire l'état des lieux et à affiner sa tactique. 42 km de l'arrivée, pas de temps pour ces conneries, Ben Illy embraye. Ciao les gars. Très logiquement, on se dit alors que le petit Irlandais s'emballe un peu, mais c'est mal connaître le bonhomme parce qu'à 30 bornes de l'arrivée, au pied de la côte de Saint-Michel-de-Montjoie, l'écart entre Ben Illy et les 7 hommes en contre est alors de 50 secondes. Derrière dans le contre, c'est alors panique dans les oreillettes puis panique dans la tête. Quinn Simmons profite alors de la bosse pour se défaire de ses compagnons de fugue. Plus de temps à perdre. Seul Michael Storer est alors en capacité de suivre l'Américain, ça monte fort, très fort dans le contre, mais au sommet à 27 bornes du but, écart inchangé. Ben Illy a toujours 50 secondes de crédit sur Simmons et Storer. Les 5 autres fuyards sont alors pointés à 1 minute 20 et le peloton à 5,40. Après le sommet de Saint-Michel-de-Montjoie, c'est longue transition pour aller chercher la côte de Vaudry. Ben Illy est imprenable à 17 bornes du but, l'écart se creuse encore, 1,15 sur Storer et Simmons, 1,50 sur le groupe Van Der Poel et 6 minutes 20 sur le peloton. Van Der Poel au passage qui est alors largement maillot jaune virtuel sur Tadej Pogacar. À 7 km de l'arrivée, c'est la côte de Vaudry, avant-dernière ascension de la journée. Ben Illy ne relâche pas l'intensité. L'Irlandais est intouchable et au sommet de Vaudry, il bascule avec plus de 2 minutes d'avance sur Simmons et Storer et clôt alors définitivement le sujet. Cette étape, cette 6e étape du Tour de France,
elle est pour lui. À 700 mètres de l'arrivée, le dernier mur devient alors une formalité pour l'Irlandais et au terme d'une masterclass absolue, Ben Healy vient chercher sa première victoire d'étape en carrière sur le Tour de France. Incroyable, intouchable Ben Healy dans ses 40 derniers kilomètres. On va y revenir. Au deuxième échelon, Quinn Simmons et Michael Storer viennent compléter le podium à près de 3 minutes de l'Irlandais. Puis derrière, ce sont Eddie Dunbar, Simon Yates et Will Barta qui prennent les accessites de 4 à 6. Van der Poel et Terrada arrivent eux un peu plus loin. Ils auront calé dans la bosse de Vaudry à 7 km de l'arrivée et concèdent donc près de 4 minutes sur Ben Healy. Là encore, les écarts sont stratosphériques sur une dernière heure de course. Mathieu Van der Poel aura donc fini son étape au 8e rang et au couteau. Au bout du bout, il n'en pouvait plus, le néerlandais. Mais avec 1 minute 28 de retard sur Pogačar ce matin au départ et l'écart conséquent qu'avait l'échappée sur le peloton dans la dernière heure de course, on était quasiment sûr, enfin ce devait être une formalité, Van der Poel devait être maillot jaune au terme de cette étape. Ouais. Sauf que derrière, ça s'est complètement excité dans le final et au prix de 2 dernières ascensions très rapides, le groupe maillot jaune s'est rapproché très près de Van der Poel. Débours de Pogačar sur la ligne vis-à-vis du néerlandais, 1 minute 29. Et messieurs, dames, pour ce qui devait être une formalité au terme de cette 6e étape, ou en tout cas dans la dernière heure de course, Mathieu Van der Poel reprend effectivement le maillot jaune à Pogačar, mais pour une toute petite seconde. Ça s'est joué à la seconde. What the fuck? Là encore, on va y revenir. Parce que entre le finish détruit de Van der Poel, il n'avançait plus dans les 200 derniers mètres, et le sprint de Pogačar sur la ligne, 50 mètres de plus et Pogačar aurait conservé son maillot jaune au terme de cette étape. Donc au général, derrière Van der Poel et Pogačar, derrière ça ne bouge que très peu. Evenepoel, Vauquelin et Vingegaard sont dans les 5. Puis dans les 10, Ben Healy fait son apparition au milieu des Jorgenson, Almeida, Lipovic et Roglic. Ben Healy qui intègre le top 10, ça va pas changer la phase du tour. Je pense que c'est anecdotique et je pense surtout que Ben Healy n'en a rien à faire et qu'il va reperdre du temps dans les jours à venir. Côté favori, il faut quand même qu'on note qu'il y a 2 perdants aujourd'hui au terme de cette étape. Matthias Kielmose qui aura perdu 40 secondes sur le groupe Pogačar à cause d'une crevaison dans le final. Très malchanceux le Danois. Et Ben O'Connor qui aura lui perdu 1 minute 22 sur Pogačar. Lui, ça s'est pas joué sur de la malchance, il me semble. Je peux pas vous le confirmer parce qu'on n'aura pas eu d'image malheureusement des favoris dans les derniers kilomètres. Je pense juste que Ben O'Connor est vraiment sur la corde raide depuis sa chute de la première étape. Même si hier, son chrono avait été plutôt bon. Donc voilà, en dehors de Kielmose et Ben O'Connor, pour tous les autres aujourd'hui, à quelques secondes, c'est très près de Pogačar. Pas de bouleversement majeur au général au terme de cette 6e étape. Ok, au débrief de cette étape, j'aimerais revenir sur 2 choses. On va parler bien évidemment de Ben Healy qui aura été incroyable aujourd'hui, même si c'est pas complètement une surprise. Et dans un deuxième temps, on va parler de ce final un peu drôle qui fait que Van der Poel reprend le maillot jaune pour une toute petite seconde, en sachant qu'encore une fois, ça ne s'est joué absolument à rien, parce que Van der Poel n'avançait plus du tout dans les derniers mètres, et que Pogačar a fini quand même, pas comme une balle, mais a fini très rapidement. Donc oui, il faut qu'on y revienne, mais on va d'abord parler de Ben Healy. Et Ben Healy, si on fait un petit peu le résumé de sa journée, en dehors des favoris du général, il y avait lui et les autres. Il est parti très tôt dans l'étape, je crois que ça fait partie des premiers attaquants de l'étape. Même en s'étant mis à bloc assez tôt dans l'étape, il aura trouvé du jus après 2 heures de course pour intégrer l'échappée de 8 en costaud. Et dans la dernière heure de course, il met un seul pétard à 42 km de l'arrivée, un pétard très intelligent d'ailleurs, parce qu'il a attendu que ce soit Simon Yates et Eddie Dunbar en tête de l'échappée pour faire son effort. Il ne fallait pas que ce soit Van der Poel, parce que Van der Poel serait allé le chercher directement, je pense. Et à partir du moment où il est parti, ça a été à fond jusqu'à la ligne, et les écarts n'ont plus cessé de grimper. Mais non plus de cesser de grimper dans des propensions assez astronomiques, parce que sur la ligne, il colle près de 3 minutes à ses plus proches poursuivants. Alors ok, Quinn Simmons et Michael Storer se seront un petit peu regardés dans les derniers kilomètres, mais il n'y avait absolument pas photo, quoi. Les 2 mecs en chasse ont perdu du temps, du sommet de la côte de Montjoie à 27 km de l'arrivée,
jusqu'à 7 km et le sommet de Vaudry, quoi. Il y a eu absolument rien à faire pour la concurrence derrière. Alors, on pourrait se dire, c'est très surprenant de voir Benilli nous sortir une masterclass aujourd'hui alors que son Tour de France a jusqu'à présent été très discret. Eh ben, je crois que la raison de sa performance aujourd'hui vient de son début de Tour de France très discret. On savait que Benilli était bien en forme. Le Tour de France était clairement son objectif de l'année, non pas pour jouer le classement général, mais pour aller chercher des étapes en franc-tireur, comme par le passé, il a eu l'habitude de nous le montrer. De toute façon, dès la première étape, on avait compris que Benilli faisait du jus et du coaching et gardait du jus pour des étapes comme celle-ci qui lui convenaient extrêmement bien. Je veux dire, les étapes 2 et 4 lui convenaient quand même relativement bien, et pourtant il aura fini assez loin. Donc un Benilli qui garde du jus sur des étapes qui auraient dû lui convenir pour tout mettre sur l'étape où il était quasiment persuadé que l'échappée allait au bout, le gars ne s'est pas trompé. On sent le mec qui a vraiment bossé le Tour de France et les différentes étapes. Il savait pertinemment sur quelles étapes l'échappée avait le plus de chances d'aller au bout. Benilli avait misé toute sa semaine sur cette étape et peut-être celle de lundi prochain. Et il s'est pas loupé. Et c'est une grosse masterclass et physique et mentale qui nous aura sorti aujourd'hui. Benilli, c'est un coureur qui est extrêmement complet. C'est un très bon puncher, un des meilleurs du peloton. Il aura fait d'ailleurs des Ardennaises assez extraordinaires. Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège, c'était quelque chose. D'ailleurs, sur le podium de Liège-Bastogne-Liège, aux côtés de Pogacar et de Ciccone. C'est un mec aussi qui roule très fort. Il aura fait un très gros chrono l'an dernier sur le Tour de France, sur la 8e étape du Tour de France, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est quelqu'un qui, en plus, grimpe assez bien. Donc, il a vraiment toutes les armes pour en projection briller du mieux possible. Et la seule chose qui lui fait défaut et qui fait que Benilli n'a pas un palmarès à la hauteur de son niveau physique, c'est sa pointe de vitesse. Benilli n'a pas une grosse pointe de vitesse, et donc la seule façon qu'il a de venir s'imposer sur des étapes comme aujourd'hui, eh bien c'est de partir en projection. Et là, quand il est en projection et qu'il part de très loin et en solo, chaque fois qu'il fait ça, c'est masterclass sur masterclass. C'est un coutumier du fait. On prend la 5e étape du Tour du Pays Basque cette année. C'est une dinguerie. Son Tour du Pays Basque 2025 est une folie absolue en ce sens. Et la performance qu'il aura réalisée aujourd'hui sur le Tour de France est un écho absolu également de la 8e étape du Tour d'Italie 2023 où il avait fait exactement la même chose. Il intègre un groupe d'échappés extrêmement costaud, ou en tout cas qui part en costaud. Il y a vraiment que des mecs solides autour de lui parce que l'intensité de début d'étape a été très forte. Et puis derrière, il a cette capacité, ce moteur, cette caisse pour être capable d'en rajouter encore là où les mecs autour de lui sont déjà sur la corde raide, et cette capacité à ne plus lâcher le morceau jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce qu'il aura réalisé aujourd'hui, c'est un modèle de performance physique et de baroudeur. Et ce type de profil-là, ce mec ultra complet mais qui n'a pas forcément la pointe de vitesse pour briller, on sent vraiment qu'il l'a adapté pour performer en échappée. Et en cela, je trouve vraiment que Benilli est devenu aujourd'hui un profil très unique dans le peloton parce que c'est quelqu'un qui pourrait briller dans des classements généraux d'une semaine, peut-être aussi en grand tour. C'est quelqu'un qui brille sur les Ardennes, ça on le voit depuis plusieurs années, mais c'est aussi quelqu'un qui a compris qu'il ne pouvait pas performer au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prétendre à un podium, voire à un top 5 sur un grand tour ou sur une course par étape d'une semaine. Et donc il s'est construit pour avoir l'attitude et le rôle d'un franc-tireur. Je sélectionne une étape d'un Tour de France, d'un Tour du Pays Basque, d'un Tour de Suisse. Je fais du jus sur les premières étapes. Le jour où je suis persuadé que l'échappée va aller au bout, je vais à l'avant, je me projette à l'avant, je fais tout pour être dans l'échappée, et une fois que je suis dans l'échappée, je sais que j'ai un moteur et une caisse unique pour mettre une branlée aux autres coureurs qui sont très loin d'être des peintres. Aujourd'hui, il a quand même rangé des mecs comme Van Der Poel, Storer, Simon Yates et Terrada. C'est un monstre, Benilli. C'est un monstre. Et je suis convaincu qu'il ne va pas en rester là. Que ce ne sera pas juste une étape sur le Tour de France de Benilli. Je pense qu'on le reverra à l'avant sur la 10e étape au Mont d'Or. Là, s'il échappait à sa chance, attention, il peut en claquer une deuxième. Et puis en 2e et 3e semaine, il y aura encore là à chaque fois une étape pour Baroudeur où je suis quasiment sûr que Benilli sera à l'avant et un des prétendants les plus redoutables. Donc là, Benilli vient tout juste de commencer son Tour de France avec sa première projection à l'avant. Et encore une fois, c'est très loin d'être terminé. On va avoir du Benilli très souvent à l'avant sur le Tour de France. Et
le maillot blanc à peau rouge peut devenir un objectif. L'appétit vient en mangeant. Il est venu au départ du tour dans l'idée de gagner une étape, ça c'est fait. Pourquoi ne pas viser autre chose et dans les traces un petit peu de son illustre coéquipier Richard Carapaz. Ok, ça c'était pour le cas Ben Illy, qui est un des très très grands coureurs du peloton. Il l'aura prouvé aujourd'hui. Et le deuxième point sur lequel je souhaite revenir au terme de cette 6e étape, c'est ce finish très curieux qu'on aura eu et ce maillot jaune qui s'est joué à la seconde. Alors, je me répète, mais franchement, à 30 km de l'arrivée, c'était fait. Van der Poel devait être maillot jaune et devait être maillot jaune avec une marche très conséquente. On en est par là au-dessus de 30 secondes et bien autour de la minute normalement. Sauf qu'en ayant calé dans les derniers kilomètres, il aura vu le peloton revenir très près et revenir très près aussi parce que derrière, ça s'est sacrément excité. Et là, je suis très curieux de savoir de qui vient ce mouvement parce qu'on aura vu un peloton très très amaigri arriver sur la ligne aujourd'hui. Et ça s'est pas fait dans les 700 derniers mètres. Je pense que ça a accéléré dans la côte de Vaudry pour le peloton. Et honnêtement, ce soir, j'ai pas l'info. Vous l'aurez certainement en regardant cette vidéo, mais je ne suis pas capable de vous dire si c'est Visma ou UAE, parce que c'est l'un ou l'autre, qui aura accéléré à 7 km de l'arrivée. Mais d'avis que c'est Visma qui a accéléré dans le final aujourd'hui, parce que dans les 500 derniers mètres, on aura vu quand même Tiesj Benoot monter pleine balle avec Vingegaard dans la roue et directement dans la roue du Danois, Pogačar. Donc, si Visma a agi ainsi dans les derniers kilomètres, je pense qu'il y avait un seul objectif à cela, rapprocher un maximum le peloton pour que Mathieu Van Der Poel ne prenne pas le maillot jaune et que ça soit Pogačar qui ait toujours le maillot jaune au terme de cette étape. Si Visma a roulé, encore une fois, c'est sous la condition Visma a roulé dans les derniers kilomètres, si Visma a fait ça, ce n'est que pour cette finalité-là, à savoir faire en sorte que Pogačar garde le maillot jaune vis-à-vis de Van Der Poel. Et si c'est ça, on est vraiment dans le monde des si, hein, là je suis désolé, mais si Visma a roulé, et si Visma l'a fait pour que Pogačar garde son maillot jaune, bah, échec complet, quoi. Ça n'aura servi à rien. Ça n'aura servi à rien. Pogačar aura perdu le maillot jaune pour une seconde en plus, le troll est gigantesque. Et en plus, Pogačar a un peu montré qu'il s'en foutait royalement ou pas de garder le maillot jaune, parce que il aura fait le sprint à la fin. Et je veux dire, Pogačar met un tout petit peu plus de watts sur la ligne, il garde le maillot jaune ce soir, et que Visma ait roulé ou non, le message était clair. Genre, je m'en fous, à la limite, je garde le maillot jaune, donc... Pas compris. Pas compris, mais encore, toute cette analyse est basée sur des si, et il faut savoir si c'est Visma ou UAE qui a roulé très fort dans le final. Alors au-delà de ça, on peut aller un petit peu plus loin dans la critique vis-à-vis de Visma. Faire en sorte que Pogačar garde le maillot jaune, ça peut être une stratégie. Ça va pas changer la phase du Tour de France, mais pourquoi pas. Par contre, avoir glissé Simon Yates à l'avant aujourd'hui sur une étape où il aurait dû faire du jus en vue des Pyrénées et des Alpes, pas compris. Alors là, je n'ai absolument pas compris. Si quelqu'un peut m'expliquer la présence de Simon Yates dans l'échappée aujourd'hui, où il y avait un plan en amont, et donc Vingegaard ou Jorgensen devaient attaquer Pogačar dans le final, où on n'avait rien prévu et Simon Yates n'avait absolument rien à faire dans l'échappée. Que ça soit l'un ou l'autre, c'est un échec. Simon Yates aura cramé du jus aujourd'hui pour rien. Vingegaard et Jorgensen n'auront a priori rien tenté à l'endroit de Pogačar. Et si on a roulé dans le final pour que Pogačar conserve son maillot jaune vis-à-vis de Van Der Poel, là encore, échec. Donc, sur tous les plans, a priori, c'est une journée plutôt mauvaise pour Visma et plutôt à l'avantage d'UAE. Parce qu'UAE, demain, ils ne seront pas obligés de rouler, en vérité. Hein. Ils vont pouvoir conserver du jus. Hein. Pollitt aura cramé pas mal de jus aujourd'hui, mais demain, Pollitt pourra récupérer, en sachant que le week-end n'est pas très compliqué. Ce Tour de France, pour l'instant, se passe très bien pour UAE et plutôt très mal pour Visma, qui pourtant aura tenté à plusieurs reprises de déstabiliser Pogačar sur les étapes 1 avec la bordure, sur les étapes 2 avec les accélérations de Jorgensen et sur l'étape 4 avec cette accélération entre 17 km de l'arrivée et 6 km de l'arrivée et le passage du mur Saint-Hilaire. Donc voilà pour le débrief de cette étape. Bravo à Ben Illy, qui mérite amplement cette victoire et qui vient corriger là une anomalie. C'était quand même pas normal qu'avec le moteur du coureur qui ne se soit pas encore imposé sur le Tour de France. Et le deuxième point de ce débrief, c'est un peu Visma, quoi.
Qu'est-ce qu'ils bricolent? Quel est le projet? Quel est leur plan? Parce que, au terme de cette étape, bien sûr, ça reste à confirmer, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Simon Yates à l'avant, pas compris. Si ce n'est pour voir Jorgensen et Vingegaard attaquer, ça n'aura pas été le cas. Et puis ici, il fallait faire en sorte que Pogacar garde encore le jaune. La seconde qu'a Van Der Poel d'avance sur Pogacar est un troll absolu. Bon, comme d'habitude, vous me donnez votre avis en commentaire. C'est une étape qui aurait été au global très intense, mais avec une finalité pour les favoris du général qui fait un petit peu pchit, mais c'était pas complètement inattendu. Ok, voilà pour le débrief de cette 6e étape. Demain, nouvelle étape de puncher à Mur de Bretagne. Ce sera 197 km à parcourir pour un dénivelé positif total de 2500 mètres. Ce sera moins dur qu'aujourd'hui, mais je pense que le final sera plus spectaculaire entre les favoris du général. Alors, qui des échappés ou des favoris pour se jouer la gagne? Alors là, je vous avoue, je suis très partagé. Je pense qu'on peut avoir un scénario similaire à aujourd'hui. Dans ce cas-là, échappée victorieuse. Mais j'ai un petit peu le sentiment que Pogacar va vouloir gagner cette étape. Le Mur de Bretagne, c'est vraiment une ascension qui lui convient très bien. D'un autre côté, peut-être que ça lui irait très bien de ne pas reprendre le maillot jaune et de le laisser à Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, le scénario de l'étape de demain reste très indécis pour moi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour vous, qui des échappés ou des favoris se disputeront cette 7e étape qui devrait être une étape de côte. Allez, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour le débrief de la 7e étape à Mur de Bretagne. À demain, bye bye.